Et si le secret absolu pour survivre à la pression moderne, prendre des décisions parfaites et arrêter d'être paralysé par l'anxiété, c'était pas la méditation ou un truc de pleine conscience. Ah oui, là on part sur quelque chose de très différent. Mais carrément. Et si la solution, c'était de se considérer, genre littéralement, comme un cadavre ambulant? C'est un peu morbide dit comme ça. Ouais, l'idée semble absurde, sombre, peut-être même repoussante au premier abord, mais en fait, c'est le point de départ d'une philosophie forgée par des hommes dont la survie dépendait d'une clarté mentale absolue. Tout à fait. Du coup, aujourd'hui, on lance une plongée fascinante dans un document hors norme, le Hagakure, ou le livre du samouraï. Un texte rédigé par Yamamoto Tsunetomo au début des années 1700. Et on va être clair, l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est pas d'apprendre à manier un katana ou de glorifier une époque super violente. Non, vraiment pas. La mission, c'est d'extraire la mécanique psychologique de ce manuel radical. Voilà, on cherche à comprendre comment un esprit peut être programmé pour cultiver une loyauté inébranlable et une capacité d'action immédiate. Le tout sans jamais se laisser écraser par la peur de l'échec. Ni par la surcharge d'informations, ce qui est très actuel. Mais bon, le contexte historique de ce texte est indispensable pour bien piger sa profondeur. Ah, ça c'est sûr. C'est quand même drôle de se dire qu'on va chercher des conseils de vie auprès d'un ordre de guerrier dont la profession principale c'était, disons-le, une affaire très sanglante. Oui, c'est vrai. Mais en fait, au début du XVIIIe siècle, le Japon connaît une période de paix prolongée sous le shogunat Tokugawa. Donc les samouraïs s'ennuient un peu, quoi. C'est exactement ça. La classe des samouraïs est en train de se transformer en une classe de bureaucrates et d'administrateurs. La voie martiale devient obsolète. D'où le titre du livre d'ailleurs. Ouais. Hagakure, ça se traduit par caché sous les feuilles. Ça reflète vraiment cette nostalgie d'une tradition qui disparaît, étouffée par le confort de la paix. C'est un peu le cri du cœur d'un vieux guerrier en fait. C'est ça. Ce que Tsunetomo dicte, c'est une tentative désespérée de préserver l'essence mentale du guerrier quand il n'y a plus aucune guerre physique à mener. C'est une fusion assez dingue entre le détachement absolu du bouddhisme zen et la structure super rigide du confucianisme. Et c'est justement ce qui rend la toute première claque du livre super déconcertante. Oh oui, la fameuse citation. Dès le départ, le texte assène ce qui ressemble à un paradoxe mortifère. Il dit « La voie du samouraï réside dans la mort ». C'est violent comme entrée en matière. Mais grave, pour quelqu'un qui lit ça aujourd'hui, la première réaction, c'est le rejet. On a l'impression de lire le manifeste d'un culte suicidaire. Comment chercher la mort peut aider à mieux vivre. Franchement, Le génie du texte se trouve dans la distinction entre le fanatisme morbide et la, on va dire, technologie psychologique. c'est-à-dire, Il ne s'agit pas du tout de chercher à mourir, il s'agit d'utiliser la mort comme un outil d'effacement de l'ego. Le texte propose un exercice mental quotidien. quel genre d'exercice? S'imaginer frappé par des flèches, des balles, des épées ou balayé par un tsunami chaque matin et chaque soir, jusqu'à ce que le corps accepte son statut de cadavre. Oula, c'est intense quand même. Ouais, mais sur le plan des sciences cognitives modernes, ça s'apparente à une neutralisation radicale de ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Ah oui, le fait que notre cerveau déteste perdre des trucs. Exactement. L'esprit humain est biologiquement programmé pour peser constamment ce qu'il a à gagner et ce qu'il a à perdre. Et ce calcul permanent, ça génère de l'hésitation et de l'anxiété. Ce que le Hagakure appelle les pensées perverses, si je me souviens bien. C'est ça. L'intérêt personnel, la préservation de son image sociale, le confort. Mais en acceptant la mort comme une condition déjà réalisée, l'équation s'effondre. Le risque de perte tombe à zéro. Et ça déverrouille une liberté d'action totale. Tu vois, ça me fait penser à un cadre supérieur qui doit faire une grosse présentation devant un conseil d'administration hostile, là où toute sa carrière est en jeu. Ah, l'exemple classique du stress moderne. Ouais, si le gars entre dans la salle terrifié par l'idée d'être viré, son cerveau limbique prend le dessus. Il se met sur la défensive, sa voix tremble, ses arguments tombent à l'eau face à la moindre pique. Parce qu'il a trop à perdre. Voilà. Mais si on applique la logique du Hagakure, ce cadre accepte mentalement, avant même de franchir la porte, que le pire scénario s'est déjà produit. Il considère sa carrière comme terminée, en gros. Exactement. Son licenciement est déjà acté dans sa tête, du coup l'aversion à la perte est annihilée. L'anxiété s'évapore, puisqu'il n'y a plus rien à sauver. Et il entre dans la pièce et performe avec une clarté redoutable. C'est brillant. Ça libère une audace folle. La libération par l'acceptation du pire, c'est vraiment le moteur de cette philosophie. Et ça engendre une conséquence immédiate sur la perception du temps. Comment ça va? Si le futur n'a plus aucune pertinence, puisqu'on le considère comme déjà détruit par la mort, l'esprit n'a plus d'autre endroit où exister que l'instant présent. Ah oui, la fameuse tyrannie du présent.
Le texte le dit avec une précision implacable. Il n'y a rien d'autre que le but unique du moment présent. La vie entière d'un homme est une succession d'instants. C'est presque poétique. Tsunetomo insiste sur l'incapacité à faire la différence entre l'entraînement et l'événement. Il écrit « En ce moment est à ce moment-là, et à ce moment-là est en ce moment Alors là, je dois faire l'avocat du diable et opposer une résistance à cette idée. ». Vas-y, je t'écoute. Cette glorification de l'instant présent, c'est super sur le papier. Mais poussé à l'extrême, ça pose un énorme problème structurel. S'il n'y a pas de projection dans l'avenir, il n'y a pas de stratégie. C'est une critique fréquente. Bah oui, comment une caste militaire qui gère des fiefs, des alliances politiques, des batailles avec des milliers d'hommes peut survivre en vivant juste dans la seconde? C'est le chemin le plus court vers une impulsivité destructrice. L'objection est hyper naturelle, mais le texte opère un renversement total de cette logique. Ah bon? Pour Tsunetomo, échouer dans une stratégie future, ça vient pas d'un manque de vision à long terme, ça vient d'une défaillance dans la préparation immédiate. Donc, l'imprévoyance, c'est pas de pas penser à demain. L'imprévoyance selon le Hagakure, c'est précisément le fait de croire que le futur sera un espace différent du présent, de croire que c'est un moment magique où on va soudainement trouver la force ou l'intelligence. Ah ouais, genre on attend d'être au pied du mur pour être prêt? C'est ça. Le texte critique ceux qui sont pris au dépourvu quand ils doivent s'exprimer devant leur Seigneur parce qu'ils attendaient ce fameux moment-là pour être prêts. Du coup, maîtriser le présent, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que la répétition mentale de la crise se fait maintenant, dans la banalité du quotidien. On s'entraîne à mourir ou à argumenter dans le coin de sa chambre. Donc l'anticipation n'est plus une angoisse projetée sur un calendrier. Exactement, c'est une action physique et mentale exécutée là tout de suite. Ce qui explique pourquoi le texte accorde une importance si extrême à la vitesse d'exécution. Ah oui, la vitesse, c'est crucial. Si toute la préparation est condensée dans le moment présent, l'action finale demande plus de délibération. Et on arrive à la règle des 7 respirations. Une des règles les plus intimidantes du bouquin. Ouais, selon les anciens, une décision doit être prise dans l'espace de 7 respirations. Ça fait à peu près une trentaine de secondes. Le texte prévient même, si la discrimination est longue, elle se gâtera. Et cette contrainte de 30 secondes, elle n'est pas du tout arbitraire. Ah non, jamais. Non, c'est le délai biologique au-delà duquel le cortex préfrontal, donc la partie du cerveau qui gère le calcul complexe et l'anticipation des risques, il commence à s'emballer. Ouais, on commence à trop réfléchir, quoi. C'est ça. Plus on laisse le temps à l'esprit d'élaborer des scénarios, plus on invite le doute et la paralysie. C'est fascinant. Et pour rendre ça possible, le Hagakure s'appuie sur 2 axiomes. Le seigneur Naoshige affirmait « Les questions de grande importance doivent être traitées avec légèreté ». Ça paraît hyper contre-intuitif. Et ça a été complété par le maître Itei qui ajoutait « Les questions de moindre importance doivent être traitées sérieusement ». C'est fou parce que c'est l'inversion totale de ce qu'on nous apprend aujourd'hui. Complètement. On nous dit de passer des heures sur les choix cruciaux et de s'en foutre des petits détails insignifiants. Sauf que la sagesse conventionnelle, elle produit l'anxiété. La logique du samouraï, elle, produit le mouvement. Parce que les grandes crises arrivent très rarement. Voilà, 2 ou 3 fois dans une vie. Si ces cataclysmes ont été médités tous les jours, donc traités sérieusement, dans les petites choses du présent, l'esprit a déjà cartographié toutes les issues. L'architecture de la réponse est déjà là. Exactement. Donc quand la grande crise survient, pas besoin de réflexion lourde, c'est géré avec légèreté, en 7 respirations. Le cerveau rationnel est court-circuité. Profit de l'élément procédural. Et ça, le Hagakure l'illustre avec une image super gore. Ah, l'histoire de Nitta Yoshisada ? Ouais, le texte raconte qu'au cours d'une bataille, après avoir eu la tête tranchée, le corps de ce guerrier a continué d'avancer et de frapper ses ennemis. C'est très visuel. C'est une allégorie macabre pour démontrer la détermination pure. Agir comme un corps sans tête pour pas laisser le cerveau rationnel interférer. On plonge tête baissée sans jeu de mots. C'est brutal, mais l'état neurologique décrit est hyper juste. C'est le flux de l'action pure. Moi, ça me fait penser au très haut niveau de performance actuel. Tu prends un athlète olympique ou un musicien de jazz de classe mondiale. Il illustre super bien le concept du Machaoïdsté. Grave. Le musicien passe 10 000 heures à répéter des gammes, à corriger l'angle d'un doigt d'1 millimètre. Il traite des détails minuscules avec un sérieux presque mortel. Et le résultat se voit lors du grand concert. C'est ça. Face à des milliers de personnes, il réfléchit plus à ses doigts. Il improvise les trucs les plus complexes avec une légèreté absolue. Il prend des micro-décisions à la fraction de seconde. Le gros du travail a été absorbé par son système nerveux. Mais cette intensité soulève une contradiction apparente dans le manuscrit. Laquelle? Un lecteur moderne, face à ses actions sans tête en 7 respirations, il pourrait se dire que ce système fabrique des psychopathes, des automates insensibles.
Et c'est vrai que l'équation «je suis déjà mort» plus action instantanée sans réflexion, ça ressemble à la recette parfaite pour une brutalité hors de contrôle. On n'imagine pas ces guerriers avec une grande intelligence émotionnelle. Bah non, pas vraiment. Et pourtant, c'est là que le manuel surprend le plus. Le Hagakure consacre des pages et des pales à décortiquer la mécanique de la compassion, de l'empathie et de la préservation de la dignité des autres. Attends, la compassion chez les samouraïs. Oui, la vraie bravoure, selon eux, est indissociable d'une délicatesse psychologique extrême. Le texte donne des instructions super détaillées sur comment formuler une critique ou corriger un allié. Comment ils faisaient ça, du coup? Déjà, signaler un défaut, c'est vu comme l'acte ultime de compassion. C'est crucial pour la cohésion du groupe. Mais l'auteur dit que critiquer directement, avec dureté ou en public, c'est une faute lourde. C'est presque de la calomnie. Ouais, parce que humilier quelqu'un sous couvert d'honnêteté, ça marche jamais. Ça déclenche juste son autodéfense. Exactement. Mais c'est dingue, parce que la méthode qu'il préconise ressemble à s'y méprendre aux théories modernes sur la sécurité psychologique en entreprise. C'est fou, hein? Il faut d'abord évaluer si le collègue est dans une bonne disposition mentale pour écouter. Et ensuite, il faut louer ses qualités, créer un pont de confiance, voire utiliser ses propres échecs comme métaphore pour que l'autre comprenne par lui-même. L'objectif est formulé de manière super poétique. La personne doit recevoir le conseil comme un homme dont la gorge est sèche boirait de l'eau. C'est beau. Il y a cette phrase « Ce qu'on appelle générosité est en réalité de la compassion ». Et cette générosité, elle n'est pas matérielle. C'est vraiment épargner la fierté de l'autre. Le guerrier qui peut trancher en 30 secondes doit être hyper prudent avec les émotions de ses proches. Et cette maîtrise de soi, ça va même au-delà de la parole non vue, ça touche aussi à l'esthétique. Complètement. La présentation physique, les gestes, c'est des marqueurs de solidité intérieure. Par exemple, le rituel de la cérémonie du thé. C'est pas juste une pose mondaine alors. Pas du tout. C'est décrit comme un mécanisme de purification neurologique. L'espace sert à nettoyer les 6 sens. Les 6 sens. Oui. La vue avec la calligraphie, l'odorat avec l'encens, l'ouïe avec l'okibou, le goût par l'amertume du thé et les sensations par la posture implacable qu'il faut tenir. C'est une réinitialisation de l'esprit, quoi. Voilà. Et l'obsession pour le corps descend jusqu'à des détails vraiment triviaux. Le texte enseigne carrément l'art de réprimer un bâillement en public. Ah ouais? Pour pas avoir l'air négligent? Il faut se frotter le front de bas en haut ou se lécher les lèvres de l'intérieur pour contrarier le réflexe. C'est hyper précis. Mais le détail esthétique le plus marquant, je crois que c'est l'histoire de la poudre de rouge. Ah oui, le farajou. Un guerrier devait toujours avoir de la poudre rouge dans sa manche. Pour se maquiller, s'il se réveillait avec le teint pâle à cause d'une maladie ou d'une grosse gueule de bois. Oui, mais c'est pas de la coquetterie. L'enjeu, c'est la terreur de projeter une image dégradée face à l'adversité. Mourir avec un teint maladif, ça prouve à l'ennemi un manque de résolution, en fait. Exactement. C'est la preuve que tu n'avais pas intégré le fait que tu pouvais mourir ce jour-là. Être impeccable jusque dans la mort, simuler la vigueur avec de la poudre, c'est l'esthétique de la volonté poussée à l'extrême. Ce contrôle obsessionnel de soi, c'est terrifiant de perfection. Mais le texte laisse quand même filtrer les failles de l'auteur. Oui, il est très humain finalement. Malgré sa philosophie sur l'adaptabilité absolue, Yamamoto Tsunetomo gère très mal le changement d'époque. On a droit à un choc des générations, limite comique. Le vieux maître qui déplore la décadence des jeunes. C'est ça. Le manuscrit est traversé par des fulgurances de rancœur. Tsunetomo constate amèrement que les jeunes samouraïs parlent que d'argent, de fringues et de leurs aventures romantiques. L'énergie martiale est remplacée par une énergie commerçante. Et il raconte l'histoire complètement dingue d'un médecin de l'époque. Ah oui, le médecin apocalyptique. Ouais, le gars prend le pouls de ses patients et affirme que le pouls des hommes est devenu rigoureusement identique à celui des femmes. C'est n'importe quoi. Et pour prouver sa théorie, il explique qu'il utilise des remèdes pour les yeux conçus pour les femmes, sur des hommes, et que ça marche. Donc la virilité s'est évaporée au point de modifier l'anatomie. Et sa conclusion, c'est carrément « le monde touche à sa fin ». C'est très dramatique. Ça montre l'amertume de l'auteur. Mais ce qui prouve la supériorité du Hagakure, c'est la façon dont le texte réagit à cette propre amertume. Au lieu de juste rejeter le présent, Tsunetomo adresse une mise en garde contre sa propre nostalgie. Exactement. Il dit que c'est impossible de ramener l'esprit des siècles tassés. S'attacher obstinément au passé, c'est une erreur stratégique majeure. Parce que ça empêche de comprendre les forces du moment actuel. Voilà. Son instruction finale est hyper pragmatique. Il est important de tirer le meilleur parti de chaque génération. Refuser le présent au nom d'un âge d'or passé, c'est la même erreur que refuser le présent par anxiété du futur. On déserte l'instant. Et l'instant, c'est le seul endroit où l'action est possible.
Donc l'adaptation, c'est pas une trahison, c'est l'application suprême de la voie. On utilise le courant au lieu de nager à contre-courant. Bon, si on synthétise cette architecture assez complexe, on a une vision dingue de la maîtrise de soi. Premier pilier, on détruit l'aversion à la perte en acceptant sa propre mort. Ce qui désactive la peur. Deuxième pilier, on concentre cette liberté dans la fraction de seconde présente pour se préparer en silence à la crise. Troisième pilier, on transforme cette préparation en exécution foudroyante, en 7 respirations, sans laisser l'intellect saboter le truc. Et enfin, cette machine de décision brutale est stabilisée par une attention extrême à la dignité de l'autre. Ça forme un écosystème mental parfait pour la survie. On passe d'une violence extrême, genre embrasser l'état de cadavre, à une grande sophistication sociale et émotionnelle. Une technologie brutale pour une paix intérieure inaltérable. Mais au final, la cible de tout ça, c'est pas un ennemi extérieur. Non. Et le Hagakure cite le maître Yagyu pour conclure ça. Il dit « Je ne connais pas le moyen de vaincre les autres, mais je connais le moyen de me vaincre moi-même. Et là, l'enjeu bascule complètement. La victoire, c'est sur son propre ego. » C'est une leçon immense pour notre époque. Grave. Face à une époque saturée de conflits d'opinion, de réactions épidermiques et de batailles pour avoir toujours raison contre les autres. Appliquer ça, ça changerait tout. Utiliser cette rigueur, non pas pour terrasser nos contradicteurs, mais pour anéantir notre propre hésitation, pour écraser notre propre narcissisme. Le vrai champ de bataille, c'est l'esprit de l'individu, ici et maintenant. Et pour ceux qui nous écoutent, imaginons un instant ce dont on serait capable demain matin si on appliquait ça. C'est une perspective vertigineuse à laisser mûrir tranquillement, cachée sous les feuilles.